Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je discute avec Francis Carrier, qui est un militant qui défend les causes des personnes âgées, plusieurs causes. Ce que je vous propose pour qu'on se lance dans l'épisode, c'est de vous présenter. Bien, je suis Francis Carrier, j'ai 69 ans et je suis un ancien militant de la lutte contre le sida, du mouvement LGBT. Et depuis quelques années, j'étais au Petit Frère des pauvres et je me suis posé la question de savoir ce que devenaient les minorités. Lorsqu'on vieillit, et je me suis aperçu que les vieux étaient plus perçus comme une masse uniforme et n'avaient plus tellement d'identité en termes d'orientation sexuelle, d'identité de genre, etc. Et donc, c'est ce qui m'a poussé un petit peu à aller plus loin et essayer de comprendre comment on se préoccupait des vieux et des vieilles dans notre société. Donc voilà, c'est un petit peu ma démarche. C'est une démarche je veux sortir de l'aspect caritatif, je veux sortir de l'aspect victimaire, je veux revenir sur une logique citoyenne, c'est-à-dire être acteur euh, de cette période de notre vie que on a déléguée à tort uniquement à des professionnels ou à des politiques ou à des institutions. Je pense que les vieux doivent se réapproprier ce champ pour être des citoyens actifs sur la définition des services et de ce que nous allons utiliser, enfin, comment nous allons vieillir, quoi, tout simplement. Il ne faut pas penser, si on n'est pas capable de s'exprimer sur nos attentes, comment après dire que nous ne sommes pas satisfaits. Donc, c'est ça qui est essentiel, c'est de se réapproprier une période de notre vie et qui nous fait peur, qui a été, je pense, aussi beaucoup rejetée par la société qui insiste sur le jeunisme, des valeurs de jeunisme, de nouveauté. La seule solution, apparemment, pour vieillir, c'est de rester jeune. Mais bon, c'est, à mon avis, une Ça marche stratégie pas qui est comme ça. vouée à l'échec. Ouais. Vous dites, donc vous avez rejoint les petits frères. Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui vous a, enfin, parce que ma question, c'est comment vous vous êtes lancé là-dedans? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous vous dites, ça va pas, il faut avancer, il faut progresser? Voilà, est-ce qu'il y a eu un déclic? Bah oui, c'est que lorsque j'accompagne, mon petit frère, on accompagne des gens à leur domicile ou à une institution jusqu'à la fin de leur vie. Chaque fois que je faisais, donc c'est des accompagnements qui peuvent durer sur plusieurs mois, plusieurs années, et chaque fois je me pose la question de est-ce que moi je trouve que enfin, j'accepterais de vivre ce que vit cette personne que j'accompagne. Est-ce que je trouve ça normal? Est-ce que bon, j'analysais toujours la situation par rapport à moi-même, hein, et me dire est-ce que moi, si je me retrouve dans cette situation, euh, est-ce que je trouverais ça bien? Bon, j'ai bien compris que c'était non. La réponse était négative. Et quand on pense que ça va pas, moi, naturellement, eh ben, je me dis comment on fait pour la changer. Je n'ai pas envie d'être un palliatif. Je veux être acteur d'un environnement dans lequel je serais satisfait de vieillir, d'être accompagné de la façon dont je souhaite, d'être respecté de la façon dont je souhaite, que les acteurs aussi, parce que
la maltraitance que j'ai vécue, souvent, elle ne concerne pas que les personnes âgées, elle concerne aussi l'environnement, la famille, mais aussi les acteurs, les salariés. Bon, dans l'aide à domicile, j'ai vu le pire et le meilleur. J'ai vu des gens extraordinaires et j'ai vu des gens qui agissaient en prédateurs. Donc, je pense c'est globalement, je ne pense pas uniquement aux personnes âgées, mais je pense aussi à tout cet environnement. Euh, la, la- la dévalorisation, par exemple, des personnes qui travaillent dans ce secteur est pour moi très suspecte. Ça devrait être au contraire un secteur dans lequel on est fier et de pouvoir dire, voilà, je m'occupe de personnes âgées. Bon, en général, le retour n'est pas forcément très positif lorsqu'on dit que l'on travaille dans ce secteur. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal parce que ça veut dire que les images qu'on a construites autour de la vieillesse sont tellement négatives qu'on ne peut pas dire que l'on est vieux, on ne peut pas dire qu'on est vieille, on ne peut pas dire que l'on travaille dans ce secteur, ou difficilement, ou alors il faut trouver des artefacts qui permettent de revaloriser. Tout ça me semble suspect. Et donc, je pense que dans la vieillesse, comme pour tout un tas d'autres choses, il y a des événements qui sont liés à nos vies, hein, la génétique, à nos conditions de vie, à notre passé, à notre historique, au fait que l'on ait de l'argent ou pas. Mais il y a aussi un environnement qui est construit. C'est-à-dire, cet environnement, c'est la société dans laquelle on est. On sait très bien que selon les sociétés, le rapport au vieux est très différent. Des sociétés vont se préoccuper, vont garder les vieux dans le cercle familial, d'autres vont avoir une politique d'aide à domicile qui va être très importante. Je pense que tout ça, c'est une construction qui est sociétale et politique. Et donc, s'il y a quelque chose à changer, c'est dans ce secteur-là. C'est-à-dire comment on peut imaginer une société qui mettra en place des services, des accompagnements qui soient plus respectueux. Aujourd'hui, je trouve qu'on a peur de vieillir en France. Voilà. Pour certains endroits, ça va être bien, mais c'est un peu, et pour d'autres, ça va être mal. Il ne faut pas se leurrer dans tous ces établissements, que ce soit à domicile ou en établissement. Eh bien, selon le lieu où on sera, selon le type d'accompagnement, selon les personnes qui seront présentes, eh bien, ça va être un peu une loterie. Il y a des gens extraordinaires et il y a des gens qui n'ont pas leur place. Bien sûr, ça, c'est des choses, bien sûr, qui peuvent arriver. Moi, ce que je retiens, c'est, oui, on est dans une société qui veut pas vieillir, personne veut vieillir, il y a une notion d'agisme, de jeunisme, mais il y a aussi cette notion, alors, les vieux, c'est pas une minorité, et ce le sera de moins en moins, mais il y a ce côté d'être un peu mis de côté, je trouve. Et je rebondis sur ce que vous dites aussi, quand on n'est pas, c'est difficile d'être fier de dire j'accompagne les personnes âgées, parce que c'est pas reconnu, c'est pas valorisé, alors que c'est super important, et c'est un beau métier, c'est quelque chose de bien. Et c'est ça, je pense, qui est aussi une forme de problématique. Et on le voit d'un point de vue politique, d'un point de vue social, c'est la question des moyens qu'on va mettre en place et voilà, de l'énergie qu'on va mettre en place pour accompagner, qui est complètement insuffisante. Avant de parler de moyens, moi, je veux que vraiment on revienne sur l'image de la vieillesse, la place des vieux. Comme vous l'avez dit, d'abord, c'est un phénomène très récent. La masse vieille n'existait pas. Il y avait quelques vieux dans la société. Et progressivement, on voit que justement, les vieux des plus de 60 ans vont devenir majoritaires quasiment dans la société, enfin, vont avoir un poids, en tout cas, de plus en plus important. Et il s'agit avant tout de savoir quelle est la place des vieux dans la société. Aujourd'hui, on n'a pas, pour moi, on a trois époques dans notre vie. On a la jeunesse, l'âge adulte et la vieillesse. Et on nous a appris à être, enfin, quand on sait que dans la jeunesse, on doit apprendre, on doit se former, on doit
se réaliser un petit peu, comprendre qui on est. L'âge adulte, c'est la réalisation, c'est la production, c'est tous ces aspects-là. Et l'âge de la retraite, on ne sait pas trop ce que c'est. Et je pense que tous les mots commencent là, parce que on est dans une époque, quand on arrive à la retraite, une époque de confusion. On ne sait pas trop quel est notre rôle, on ne sait pas trop. Alors, il y en a qui vont avoir des stratégies de loisirs, de dire je vais m'occuper des enfants ou des petits-enfants, mais on sent bien que notre rôle, bon, on ne sait pas trop où on est. Et même la confusion est ajoutée par tout notre entourage qui, pour nous rassurer, va nous dire mais t'es pas vieux, t'es pas vieille, comme si c'était prononcer le mot vieux ou vieille et c'était tomber dans le chaudron des enfers. Donc pour moi, cette époque de confusion aujourd'hui, parce on nous a rien appris sur ce sujet, aboutit à ce que j'appelle après l'époque de soumission. Parce que lorsqu'on commence à avoir besoin des autres, eh bien, on va réaliser qu'il y a des possibilités de services et d'autres qui n'existent pas. On va réaliser qu'on est perçu d'une certaine façon. On va réaliser que on nous pousse progressivement vers la case objet de soin, objet à protéger. La famille va vous dire oh mais tu ne peux pas rester seul, ou tu ne peux pas rester seul, etc. Et donc progressivement on se soumet à des injonctions qui font que sans en avoir conscience, on va arriver à la case disparition. La case disparition, c'est quand on est devenu un objet de soin. C'est-à-dire qu'on a perdu toute identité. L'objet de soin, c'est la case dans laquelle on nous fait rentrer. Et là, on appartient à la masse informe des vieux standards. On ne sait pas trop ce que c'est, mais tout d'un coup, on devient un vieux standard, un objet que l'on va soigner, laver. Et cette disparition, en termes d'individus, pour moi, est une très grande maltraitance parce qu'on disparaît réellement avant de mourir. On disparaît en tant qu'individu parce que dans le regard des autres, on n'est plus reconnu comme un individu à part entière. Bon, quand je parlais des minorités, par exemple, on n'a plus d'orientation sexuelle, on n'a plus de sexualité, on n'a plus de métier quand on est arrivé dans cette case. On va vous parler uniquement si vous êtes les premières questions qu'on vous pose quand vous êtes une femme, c'est est-ce que vous avez été mariée, est-ce que vous avez eu des enfants, comme si la maternité était le seul critère d'existence d'une vie. Tout ça est insupportable parce que les individus n'ont pas le choix et acceptent progressivement de rentrer dans cette case qui est standardisée, qui est une case de maltraitance pour moi et que je ne veux pas assumer. Donc, c'est ça un petit peu que je veux démonter parce que tout ça vient de cette confusion de la vieillesse, c'est-à-dire d'être vieux, d'être dans une période dans notre vie dans laquelle on a d'autres choses à faire, d'autres priorités, et justement dans laquelle on pourrait réfléchir et être solidaire de la société et aussi de la construction des services et des établissements qui vont progressivement après, auxquels on fera appel. On voit bien qu'aujourd'hui, tout le secteur vieillesse s'est auto-créé. C'est-à-dire que les clients, entre guillemets, sont absents. C'est-à-dire qu'au départ, c'est historique, c'est venu de ce qu'on appelle la charité chrétienne, hein, c'était des hospices. Les hospices sont devenus des maisons de retraite, les maisons de retraite sont devenues des résidences autonomie, des EHPAD. On a fait évoluer les normes, mais la logique, par elle-même, n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on se préoccupe des besoins primaires des individus, c'est-à-dire donner à manger, soigner et nourrir. Mais un individu, toute sa vie, il a des aspirations, il a des rêves, il a des motivations, et le projet de vie que l'on a, il ne peut pas se limiter à la satisfaction des besoins primaires. Et donc, tout ça, ça montre qu'il y a une nécessité de se réapproprier ce champ de la vieillesse, en étant acteur de ce champ, on va pouvoir exprimer nos attentes. Qu'est-ce qu'on attend? C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
il faut reconstituer le tabouret, je dirais, de décision, les attentes qui sont issues donc des personnes qui sont vieilles ou vieillissantes ou qui réfléchissent à la façon de vieillir, les professionnels qui vont, eux, proposer des services en adéquation avec ces attentes, et les politiques qui doivent mettre en place les politiques en termes financiers pour trouver l'adéquation entre ces attentes et les propositions des professionnels. Aujourd'hui, on voit bien que tout s'est fait à partir de ça continue encore. D'ailleurs, la plupart des rapports qui sont fournis au ministre sont issus des professionnels du secteur. Jamais des gens qui vont être concernés par leur vieillissement. Oui, c'est clair. Non, non, mais c'est clair. Il y a une professionnalisation et on oublie. Alors, le pourquoi, comment on peut faire? Parce que autant, c'est vrai que ça a pas de sens de faire sans concertation et de répondre à des besoins sans solliciter les personnes. Et pourtant, c'est vrai qu'il y a un besoin de se mobiliser et que, alors, ce qu'il faut voir dans la vieillesse, personne âgée, il y a deux types de personnes. Il y a la personne qui est âgée, qui a des besoins, mais qui a en fait l'autonomie et la capacité d'exprimer son besoin et voilà. Et après, il y a aussi la problématique de la personne qui a moins de capacité pour s'exprimer et pour lesquelles c'est pas pour ça qu'il va falloir tout décider pour elle. Mais pourquoi les personnes âgées s'emparent pas de ce sujet-là? Ben voilà, c'est parce que la vieillesse, rien que prononcer le mot vieux et vieille, rien que cette prononciation fait fuir tout un tas de gens, comme si on utilisait des mots insultants. On voit bien où on est dans un déni tel de la vieillesse dans la société qu'on ne peut même pas prononcer le mot vieux et vieille, comme si c'était une catastrophe. On prononce bien le mot jeune. Bon, C'est vrai. par exemple, dans la jeunesse, il y a le poupon, il y a le nouveau-né, il y a le bambin, l'enfant, l'adolescent, le préado. Enfin, on a tout un tas de termes pour déterminer l'enfant. Et l'enfant, au départ, il est en perte d'autonomie totale. Si on ne le nourrit pas, si on ne le lave pas, bon. Pour autant, les gens qui s'occupent des bébés, on ne dit pas qu'ils vont laver le cul des bébés. On dit c'est des pouponnières, c'est un aspect positif. Hein. Bon, pour C'est les vrai. vieux, il n'y a rien. Il y a vieux. Il y a la case vieux. Alors, vieux, vieux jeune, vieux très vieux, vieux très, très, très vieux, vieux, bon, gravataire. Or que c'est la même chose. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir le discours d'infantiliser la vieillesse, surtout pas. Mais je fais les époques de la jeunesse et les qui sont pareilles, qui sont inversées, mais qui sont les mêmes. Donc, autant c'est valorisé lorsqu'on parle de la jeunesse, autant c'est dévalorisé lorsqu'on parle de la vieillesse. Donc, personne ne veut parler de ce sujet jusqu'à présent, parce que rien que d'en parler, on dirait que tout d'un coup, on va être vieux soi-même. Et moi, je pense que c'est ça qui est l'erreur fondamentale, c'est-à-dire que tant que les vieux, et tant que les futurs vieux, ou ne vont pas réfléchir et exprimer comment ils veulent vieillir, eh bien, on sera dans une logique maltraitante. Vous voyez, par exemple, quand je vois dans les... J'étais révolté pendant le scandale Orpea de voir sur tous les tableaux de télé, les plateaux télé, de voir des journalistes, des professionnels, des politiques, et je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que de vieillir. Moi, je suis concerné, ma mère était dans un EHPAD, moi ci, moi ça. Il n'y avait jamais un vieux qui parlait de cette situation qu'il pouvait vivre. On n'a jamais parlé, on n'a jamais donné la parole aux gens qui étaient victimes. Jamais. Et on trouve ça normal. C'est comme si on parlait de l'avortement à la télé et que ce soit un plateau de mecs. C'est à peu près ça. Eh bien, aujourd'hui, ce ne serait pas tolérable. On dirait, là, mon chéri, tu déconnes, l'avortement, ça concerne les femmes, donc c'est peut-être à elles de parler en priorité. Mais pour les vieux, eh ben, on dirait qu'ils sont sourds et muets et qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Eh bien C'est non, vrai, c'est vrai. c'est des porte-paroles. On va avoir que des porte-paroles qui vont vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'être vieux.
Eh bien, moi, je ne trouve pas ça normal. Et c'est autant la faute des porte-paroles, parce que c'est quand même un problème de pouvoir. Comme dans le féminisme, l'absence de parole des femmes, c'était une histoire de pouvoir des hommes sur les femmes. Hein, et donc, il a fallu se battre, il a fallu qu'elles se battent. Mais pour les vieux, c'est pareil. C'est-à-dire que l'appropriation de la parole, c'est un pouvoir que l'on exerce sur les vieux. Et il faut à tout prix que les vieux, eh bien, ils se secouent le cul pour reprendre une place et redire comment eux-mêmes, eh bien, ils sont acteurs, comment ils veulent vieillir et comment ils participent à la société. C'est clair. Alors, comment on fait? Parce que vous faites plein de choses. Mais comment on fait Alors, pour ben, justement... c'est la logique du CNAV, c'est qu'on essaye de constituer un lobby des vieux, des vieilles, pour, dans une première étape, faire prendre conscience que être vieux, ben d'abord, ça peut être une chance, ça peut être une fierté, ce n'est pas que du négatif. Hein. C'est aussi pouvoir arriver donc être fier de cette époque de sa vie. Donc, on discute au CNAV de différents thèmes. On a parlé de l'habitat, on a fait des réunions et on va organiser bien sûr le contre-salon au mois de novembre pour essayer de faire émerger cette conscience. Tant que cette conscience n'existera pas, eh bien, ça veut dire qu'on sera des futures victimes d'un système qui ne nous convient pas. Alors, il faut que les gens le comprennent. S'ils n'agissent pas, c'est pas la peine de dire les autres sont méchants. On est les premiers responsables. C'est nous qui sommes responsables de la façon dont sera traité dans l'avenir. Alors, ça marche comment, le CNAV, donc le Conseil national autoproclamé de la vieillesse? Vous l'avez conçu quand et comment ça marche et combien de personnes et... On l'a créé il y a 1 an et demi sous forme d'un mouvement citoyen. On ne veut pas que ce soit une association, on veut que ce soit une prise de conscience collective. Et donc, il n'y a pas à avoir un chef ou une chef. Il faut que ce mouvement soit une conscience progressive des vieux, pour moi, des gens qui appartiennent à la vieillesse, sur le fait qu'ils peuvent être acteurs. Et donc, cette prise de conscience, elle se passe par la verbalisation. Donc, on essaie de créer des groupes régionaux. On a un groupe à Bordeaux qui a été hier soir, j'étais dans ce groupe pour discuter de l'organisation, tout ça. Ils ont un projet d'habitat avec des boboyaka. Enfin, il y a des gens qui sont actifs. Grosso modo, on a 1500 à 2000 personnes qui nous ont contactés, qui nous connaissent, hein, déjà parce qu'on n'a aucun moyen en termes de communication. Donc, je dirais que on a voilà, à peu près quelques milliers de personnes qui sont intéressées, mais qui doivent passer à l'acte, c'est-à-dire qu'ils doivent créer des cafés philo vieux, qui doivent créer des réunions Tupperware de vieux, qui doivent créer une réflexion ou des actions, des projections. Bon, on peut faire des projections de films avec des débats derrière. Moi, j'ai écrit un livre, donc je me propose toujours de me déplacer. J'ai écrit Vieillir comme je suis pour justement débattre de ce que c'est que la vieillesse. Donc, il faut à tout prix, il y a des choses qui existent aussi comme les cafés mortels, qui sont des lieux dans lesquels on va discuter de la mort et de la façon dont on l'aperçoit, de nos peurs, de nos désirs, etc. Donc tout ça, c'est un mouvement qui n'est pas très bien structuré, qui est fait justement pour faire émerger des idées. Et puis après, on verra. Vous savez, bon, moi, quand j'ai toujours, dans la lutte contre le sida, au départ, les choses semblaient impossibles. Et pourtant, on a réussi à faire émerger et à réformer la société sur des sujets qui étaient très compliqués. Le fait que le dossier médical à l'époque appartenait au médecin, enfin, le malade n'avait pas accès à son dossier médical, la représentation des usagers dans tous les secteurs était inexistante. Bah, tout ça, ça a changé grâce à la lutte contre le sida et grâce aux associations. Donc je pense que si on a cette possibilité, on a toujours cette possibilité. Bien sûr, c'est jamais facile, mais c'est une question de mobilisation. Mais si on ne se mobilise pas, eh bien, on restera dans la logique actuelle
qui est une logique construite par des gens qui ont d'autres intérêts. Je ne dis pas qu'ils ne soient pas convergents toujours avec les intérêts des personnes âgées et des vieux dépendants, mais ce n'est pas quand même l'expression, on ne part pas de l'expression des attentes. Voilà. Donc, il faut avoir conscience de ça. Oui, d'où le slogan Rien pour les vieux sans les vieux. Voilà, c'est le basique, c'est le hashtag, c'est Ouais. de comprendre que c'est pas une lutte corporatiste, hein, pas du tout, c'est justement réfléchir à ce que nous sommes et réfléchir à notre place dans la société. Vous savez, ce que je dis aussi, en dehors des aspects individuels, ce qui importe, c'est de pouvoir vivre et mourir comme on le souhaite. Ça me semble un des souhaits qui est le plus raisonnable. Il y a aussi l'aspect politique, les équilibres sociétaux, c'est-à-dire que on voit que les vieux sont quand même les plus riches globalement. Hein, je vais faire du collectif, sont en termes d'habitat, en termes de ressources. Politiquement, c'est ceux qui votent le plus. Et ils vont être de plus en plus importants. Donc, il faut réfléchir à la responsabilité que les vieux vont avoir dans la société pour ne pas être dans des clashs entre les générations. Quelle place nous avons? Comment nous aidons les autres générations à pouvoir se développer, vivre et être heureux. On ne peut pas être dans une logique uniquement individualiste et corporatiste. Il faut à tout prix, mon objectif n'est pas d'être dans le modèle américain ou de créer des Silver Valley de vieux riches qui vieillissent entre eux. Je trouve ça horrible. Je fais partie d'une société et je veux continuer à faire partie de cette société, mais à part entière, en tant qu'individu. Et c'est ça qui est une réflexion aussi politique. Si on n'y prend pas garde, ben on aura des tensions sociétales comme le hockey boomer, par exemple, qui apparaît, peut montrer, ou les discours qu'il y a eu pendant le Covid en disant mais pourquoi on nous enferme alors que c'est pour protéger les vieux. Oui, oui, il y a des réflexions, il y a à savoir, moi je me sens pas responsable de ce qui s'est passé auparavant, mais par contre je me sens responsable de ce qui va se passer dans l'avenir. Et si je ne fais rien, ça voudra dire que j'ai pas prévu, j'ai pas agi, et je pense que nous avons une responsabilité collective de solidarité, de cohésion sociale. On est dans une société qui est de plus en plus fragmentée, et je pense que les vieux, les gens qui appartiennent à la vieillesse ont peut-être un rôle à jouer pour faire l'éloge de la lenteur, l'éloge de la solidarité, de l'empathie, et donner d'autres valeurs que la rapidité, la nouveauté et la réactivité, qui est ce que doivent subir tous les gens qui sont dans l'âge adulte. Donc voilà, je pense qu'on a un rôle à jouer, mais il faut le comprendre et il faut le valoriser. Il y a, par exemple, je finis par ça parce que il y a Cynthia Fleury qui a fait un bouquin l'an dernier, Ce que l'on ne peut pas nous voler. Et dans ce bouquin, il y a beaucoup de choses qui, justement, peuvent appartenir à la vieillesse et qui peuvent montrer que la vieillesse est une valeur de vie à part entière. C'est la valeur de la transmission, c'est la valeur de la réflexion, c'est la valeur de la réparation, ce qu'on n'a pas su faire, c'est l'éloge de la lenteur, l'éloge du silence, l'éloge de valeurs qu'on a oubliées, de l'horizon. Enfin, c'est un peu philosophique ce qu'elle propose, mais a un écho, c'est l'éloge de nos morts. Par exemple, parler de nos morts et c'est aussi quelque chose qui est essentiel lorsqu'on vieillit, de savoir quels sont les morts qui nous accompagnent, et de pouvoir les respecter, de pouvoir leur donner une place dans nos vies. Tout ça a un sens que, malheureusement, depuis Simone de Beauvoir, il y a peu de gens qui ont écrit sur ces sujets, en essayant de montrer les discriminations, mais aussi en essayant de construire des images positives de cette époque de notre vie. La vieillesse, ce n'est pas que des pertes, c'est aussi
des moments retrouvés, c'est d'autres rythmes, c'est d'autres priorités, et c'est ça peut-être sur lequel il faut travailler et réfléchir. C'est super intéressant. Et c'est vrai que c'est tellement paradoxal le sujet de l'âge et du vieillissement, parce qu'on y est, pour le coup, réellement tous concernés. Et c'est là aussi où on peut voir les choses un peu différemment. C'est que vieillir, c'est aussi une chance. Bah, bien C'est la sûr. chance de vieillir et de continuer à vivre. Donc, Et moi, je le sais d'autant plus que je suis séropositif. En 84, ou en 85, lorsque j'ai appris que j'étais séropositif, j'ai vécu jusqu'en 95 une période où j'ai vu tout un tas de gens mourir, et donc j'ai vu la mort bien avant le grand âge, la mort de mes proches. Et c'est vrai que vieillir pour moi est une victoire dans tous les sens du terme. Mais c'est une victoire aussi pour tout le monde, parce qu'il faut avoir conscience que c'est le privilège des pays riches. C'est le privilège des pays dans lesquels on peut se soigner. Et donc, au lieu de se plaindre, au lieu de lutter contre cette étape de notre vie, il faudrait quand même avoir la reconnaissance aussi du fait de pouvoir vieillir. c'est sûr. C'est sûr, mais c'est vraiment ce point de vue pour lequel on en est loin, hein. Et Parce que oui, oui, vieillir, c'est négatif. On a beaucoup parlé du terme, enfin, on a beaucoup utilisé le terme vieux, vieille, et c'est vrai que on n'a pas le droit d'appeler un vieux, parce que non, c'est dénigrant, alors oui, que c'est juste une question ça pose pas de problème avec un jeune. voilà. Et c'est quand même enfin, voilà, quelque chose qui illustre bien ce sujet. Euh, le salon des vieilles et des vieux, c'est quoi le projet? Ça se passe comment? Alors ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau, je dirais, du CNAV, parce que c'est une idée qui a émergé dans la logique du CNAV, c'est de redonner la parole aux vieux. C'est 3 jours, du 17 au 19 novembre, à Paris, à la Halle des Blancs-Manteaux. La mairie de Paris nous a accompagnés dès le départ en nous prêtant cet espace qui est sensationnel. Et c'est 3 jours pendant lesquels on va avoir des ateliers, des stands, des expositions, des débats avec des personnalités, mais aussi des anonymes, des associations qui montrent ce qu'elles font. Mais ce sera 3 jours de réflexion, 3 jours et un lieu dans lequel on va rien vous vendre. Ça va pas être le marché de la silver economy et de savoir qu'on va vous vendre le réhausseur, la, la tourniquette automatique, le voyage quatrième âge, etc. Non, c'est un lieu dans lequel on est là pour échanger, s'inspirer, écouter, apprendre, voir comment les autres font et trouver des outils pour construire et mieux appréhender notre vieillesse. Donc il y a tout un tas de personnalités qui seront là. Il y a Annie Ernaux qui sera là, il y a Laura Adler qui va animer plusieurs ateliers, il y aura Noël Mamère, il y aura des politiques, on va faire des débats sur justement la loi grand âge, on va faire des débats sur des ateliers sur l'EHPAD de demain, mais pas seulement, sur la sexualité. On veut toucher tous les secteurs, c'est-à-dire la culture, la mobilité, l'habitat, l'accès aux droits, l'accès aux soins. Essayer d'imaginer donc sur tous ces sujets, mais qu'est-ce qu'on a à dire et qu'est-ce qu'on peut proposer. Donc je dirais que c'est pour moi un moment unique qui s'est jamais produit, d'un lieu dans lequel tout d'un coup on va pas venir pour se plaindre, on va pas venir pour dire ah je suis une victime, on va dire et on va pas venir pour acheter quoi que ce soit, on va venir pour apprendre et pour devenir acteur de notre vieillesse. Et ça c'est révolutionnaire parce que ça va dans la logique de l'émission dans laquelle j'avais participé avec Laura Adler, c'est la révolution des vieux. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de révolution douce, bien sûr, hein, nous ne sommes pas des révolutionnaires violents, mais c'est changer de braquet, changer de logique, et au lieu de se victimiser ou de désigner sans arrêt des coupables, de nous-mêmes commencer à comprendre qu'est-ce que nous pouvons faire. J'en ai marre
qu'on désigne sans arrêt les autres en disant c'est la faute aux autres. Mais c'est d'abord notre faute. Bon, regardons chez nous ce que nous ne faisons pas. Et puis après, on discutera avec les autres. On verra pourquoi ça ne va pas. Mais pas la peine de désigner immédiatement, alors que nous n'avons rien fait. Les premiers responsables de la situation actuelle, elle est collective. Elle est dans le fait que les citoyens n'ont pas voulu se mêler de ce que c'est que la vieillesse. Et donc là, on va proposer aux vieux et aux vieilles de se prendre en main et d'imaginer que vieillir, c'est une chance et c'est aussi de trouver des solutions et des priorités qui nous semblent en adéquation avec nos choix. C'est super intéressant. Mais je me dis, comment on fait pour impliquer, pour mobiliser ces vieux et ces vieilles qui souvent sont quand même pas mal dans le déni et qui veulent pas être considérés Ben comme vieux ou vieilles. C'est quoi ben votre bien technique? sûr, mais moi, c'est pour ça que sciemment, j'utilise les mots vieux et vieilles, parce que ça permet de faire réagir les gens. C'est aussi leur dire de reproposer des images positives de la vieillesse. C'est dire, qu'est-ce que vous faites de votre vieillesse? Est-ce que vous êtes dans... Est-ce que votre seule stratégie, c'est d'éviter d'être vieux? Mais quelle tristesse! Alors que vous pouvez en faire quelque chose qui est extraordinaire. C'est ça qu'il faut arriver à dire et à convaincre les gens que cette époque de leur vie, eh bien, ils peuvent la consacrer à autre chose que essayer d'avoir des crèmes qui vont permettre d'être toujours jeune. Bon, qu'on fasse de l'exercice, qu'on s'entretienne, et c'est très bien. Mais c'est pas une solution pour nous occuper cette période de notre vie. Sinon, on lutte contre, si vous voyez, c'est contre la marée, c'est Ouais, c'est lutter ça. contre la marée. Boule au Un vent, ouais. jour, la stratégie va s'effondrer. Et alors là, vous sortez plus de chez vous. Ah ben non, il vaut mieux avoir une stratégie qui soit consciente de cet environnement. Oui, on vieillit, oui, on change, oui, on va vers la mort, mais pour autant, cette période de notre vie est une période nouvelle dans laquelle on va pouvoir impulser des choses extraordinaires. Non, c'est certain. Euh, Là, on est donc sur un podcast qui va être pas mal écouté, j'espère. Alors, plutôt par les professionnels, Ouais. même exclusivement par les professionnels. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Pour nous aider, eh ben, c'est de diffuser ces images positives des vieux. C'est-à-dire de dire, regardez, les vieux, c'est pas que des patients, des clients, des malades, c'est des êtres, c'est des individus à part entière. Et c'est des gens c'est des citoyens qui peuvent être acteurs pour apporter quelque chose à la société et la faire évoluer. Donc, ça, c'est ces messages-là. C'est-à-dire que souvent, bon, moi, au début, quand je critiquais le système, bon, on était dans une époque des débats de bashing assez importants. On disait, mais votre discours, bon, on fait ce qu'on peut. Nanana. Moi, j'ai rien contre ce que je veux être clair, c'est que je n'ai rien contre tous les professionnels du secteur. Comme je vous disais, j'ai rencontré des gens extraordinaires dans ce secteur et des gens qui n'avaient pas leur place, c'est certain, mais comme par ailleurs, bon. Partout, Mais oui. pour autant, l'erreur fondamentale, c'est de ne pas avoir la place des acteurs qui sont en termes d'attente. Et donc, il faut ouvrir, dire, ben, vous vous occupez d'individus. Il faut comprendre qu'auprès de tous les secteurs des salariés de ce secteur, on ne satisfait pas que des besoins primaires. On est obligé de prendre l'individu dans sa globalité, sinon on est maltraitant. Hein. Et c'est pour ça que, par exemple, j'ai développé un label Grey Pride Bienvenue sur la sexualité, sur la diversité, sur ces aspects-là. Je ne veux pas que on pose à une femme qui a été lesbienne toute sa vie, lorsqu'elle est vieille, de lui dire vous avez été mariée, vous avez eu des enfants, et l'appeler mamie alors qu'elle n'a jamais eu un seul enfant. Vous voyez, c'est des aspects de ce type sur lesquels je travaille. Je pense que beaucoup d'acteurs
du secteur comprennent que leurs actions sont insatisfaisantes en termes humains, ils voient bien les limites, ils voient bien les difficultés, ils ont du mal à être entendus parce que souvent, lorsqu'on parle de sexualité, c'est pareil, hein, quand on parle de sexualité des vieux ou de besoins affectifs, il y a plein de gens qui vont être outrés parce que c'est tellement dégueulasse d'imaginer qu'un vieux ait des désirs d'ordre sexuel. Là aussi, c'est des constructions totalement négatives de notre société. C'est inacceptable. Mais imaginez, quand vous parlez de sexualité, quand vous avez 20 ans, c'est merveilleux, c'est magique, c'est la rencontre de corps physiques, etc. Et quand vous êtes vieux, c'est dégueulasse et c'est inapproprié. Mais tout ça sont des constructions sociales sur lesquelles il faut lutter et il faut à tout prix trouver ensemble les façons de pouvoir faire évoluer tout ce système. Aujourd'hui, pour moi, c'est un système qui est maltraitant pour les acteurs qui travaillent dans ce secteur et ou frustrant au mieux, parce que Oui, parce que c'est pas satisfaisant et c'est parce pas que satisfaisant, parce que on vous doit dites faire bon, mieux. on pourrait faire mieux, on voit bien qu'on n'est pas, mais on ne sait pas comment faire, on n'est pas soutenu par la société, et donc il faut à tout prix secouer le cocotier pour dire on n'est pas sur les bonnes routes, et donc il va falloir réfléchir collectivement à la façon donc, de créer un secteur dans lequel on puisse travailler avec fierté, avec une motivation intacte parce qu'on se voit qu'on remplit un rôle qui est satisfaisant, et pour ceux qui sont accompagnés, d'être respectés en tant qu'individus jusqu'à la fin de leur vie. Mais voyez, bon, les politiques sont très frileux, les politiques ils vont où on va les pousser. Quand on voit que la loi sur la fin de vie, on est un des rares pays européens où on n'arrive pas, toujours pas, à décider, donner la possibilité aux gens de choisir comment ils veulent vieillir, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est juste, c'est comme on en est toujours, dès l'instant où on parle de choses qui concernent nos corps, que ce soit l'avortement, la prostitution, la fin de vie, il va y avoir toujours la bien-pensance collective qui va dire attention, attention, vous devenez mineur, vous n'avez pas le droit de décider de ce que vous faites de votre corps. Bien si, moi j'ai envie de pouvoir décider de ce que je fais de mon corps, et vous me faites chier. Et pourtant, aujourd'hui, on est toujours coincé, on n'arrive pas à évoluer. Mais je suis persuadé qu'on pourra le faire. Je suis persuadé qu'on pourra évoluer dans le secteur vieillesse. Je suis persuadé qu'il y a plein d'acteurs comme vous qui sont moteurs pour pouvoir faire évoluer les structures, faire évoluer les services. Et parce que, bon, vous voyez du plus près, vous voyez bien tout ce qui ne va pas. Et donc, c'est essayer de sortir de cette ornière. Et je pense que c'est un travail collectif. C'est certain. Collectif et en mobilisant tout le monde et notamment les principaux concernés, c'est certain. C'est certain et en même temps, c'est dur. Moi, je le vois du côté EHPAD où, alors, on est dans peut-être là une minorité parce que c'est les personnes très dépendantes, mais voilà, c'est dur. Mais c'est pas pour ça qu'il faut renoncer et qu'il faut pas le faire. Il faut trouver des solutions. Vous savez, bon, je vous dis, hein, le féminisme, dans les années 50, il y a eu une partie d'idées de femmes qui ont réfléchi à la situation, dont Simone de Beauvoir, et qui ont verbalisé des situations. Mais la plupart des femmes, à cette époque, acceptaient la situation dans laquelle elles étaient. C'est-à-dire qu'une femme au foyer qui avait moins de droits, qui était battue, la tolérance, par exemple, au fait d'être battue, à la violence faite aux femmes, il est tout à fait comparable à la tolérance à la violence que l'on fait aux vieux aujourd'hui. Quelqu'un qui est... Parce que la maltraitance, elle est à plusieurs niveaux. Elle peut être physique, mais elle peut être aussi liée à la façon dont on est perçu. Vous voyez, Oui, bien bon, sûr, les négligences. pour revenir sur la numérisation de la société, elle se fait contre tous les fragiles. Les fragiles, ceux qui n'ont pas accès à l'informatique, ceux qui n'ont pas accès à tous ces outils, ils sont laissés pour compte, mais sans voir qu'on modifie leur vie et on modifie l'accès à leurs droits. Bon, aujourd'hui, vous êtes vieux et vous voulez aller prendre le train, je vous défie de le faire si vous n'avez pas un ordinateur. Ouais. Et bien, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous restez chez vous. Et qui c'est qui s'insurge en disant c'est honteux? Personne, on trouve ça normal, personne ne bouge.
Donc, vous voyez bien qu'on a des politiques discriminantes, mais et globales, qui laissent indifférent tout le monde, parce qu'on a honte de se dire, moi, je n'ai pas d'ordinateur, ou je ne sais pas l'utiliser, ou j'arrive plus à l'utiliser. Et donc, on va pas, on a honte. On vous dit, t'es pas inadapté, t'es pas adapté. Hein, parce que le mot adaptation, hein, c'est quelque chose qui est venu. Bon, quand on est vieux, on peut pas s'adapter. C'est une réalité. Et alors, je dois être respecté, même si je peux pas m'adapter. Et je dois pas être privé de services, privé. J'accompagnais par exemple une femme qui était dans un HLM, on lui change les méthodes d'accès, c'était des numéros à taper, et puis il fallait donner des badges pour avoir accès à la cour, et puis après à l'immeuble. Et je dis, mais cette dame, elle est sourde, elle est malade, il y a plein de gens qui viennent la voir, on ne peut pas avoir des badges pour tout le monde. Ah ben on mettra, il y aura aussi un interphone, donc elle peut se déplacer, elle va à l'interphone à l'entrée, et puis elle appuie sur A pour ouvrir la porte. Et je dis, monsieur, cette dame, elle est alitée, elle est sourde, et elle ne pourra pas manipuler tout ça. La réponse, et pourtant c'est une filiale de la Caisse des dépôts, la réponse, mais si cette dame ne peut pas utiliser l'interphone, sa place n'est plus là. C'est-à-dire, tu ne t'adaptes pas. Ce n'est pas la société qui va s'adapter à toi. Tu es rejeté. Bon, et cet apprentissage, on l'a sans arrêt. Et on a honte de dire, non, je n'arrive pas à m'adapter, là, je vais être ridicule. Mes enfants vont se foutre de moi, mes voisins vont se foutre de moi. Donc, on se tait. Donc, on a pris l'habitude. Eh bien, non, on n'a pas à s'adapter à toutes les nouveautés, on n'a pas à s'adapter et lorsque nos droits sont amoindris, lorsque nos possibilités sont amoindries, eh bien, on doit trouver des solutions de remplacement. Moi, je ne suis pas contre la nouveauté, hein. Mais on doit considérer que la nouveauté n'est pas excluante. Oui, pas au dépend de la liberté et du respect de la Oh, mais personne. là, vous voyez, la liberté, par exemple, c'est un mot qui est totalement galvaudé dans le secteur vieillesse, hein. La liberté, tout le monde s'en fout. Les seules personnes que l'on peut enfermer sans décision de justice, ce sont les vieux, les seuls. Même les fous, il faut qu'il y ait un juste jeu d'application des peines. La liberté, elle est gommée par le mot sécurité. Alors là, C'est ça. la sécurité, ça, alors là, on peut faire des conférences et des conférences sur la sécurité pour qu'on ne tombe pas, pour qu'on ne sorte pas, Alors, c'est que du négatif, hein. Mais on construit la vie de quelqu'un sur du négatif. C'est une aberration. Une aberration. C'est clair. C'est clair. Voilà. Mais là aussi, lié à des représentations. Oui, Donc, pour changer les représentations, la vision, les perceptions d'une société, ouais, on a du travail. Voilà. Et il faut en parler. C'est important. Mais bon, moi, je trouve que c'est une lutte joyeuse, hein. C'est justement une lutte utile à tous, une lutte de progrès. C'est un champ à découvrir, hein. On a découvert le féminisme, on a découvert les luttes pour l'environnement. Il va falloir découvrir ce que c'est que la vieillesse. Ok, merci pour ce témoignage super intéressant et très engagé. Et puis, rendez-vous Du 17 au 19 salon. novembre. J'aime Voilà. beaucoup l'expression 17, 18, 19 novembre à Paris. Voilà, inscription à partir de début octobre. J'ai vu sur le site. C'est ça. Et on compte vraiment qu'il y aura beaucoup de monde et que le message va passer. Eh bien, merci. Et on fera passer le message. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.